Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus parler de la RDC et je sais que nous serons attentifs justement pour suivre le message que je vous ai apporté. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de 4 sujets qui seront très profonds parce que ce sont des sujets qui reviennent réellement de ce qui se fait réellement sur terrain. Donc, en réalité, les choses que nous allons dire aujourd'hui devront être prises en considération afin que réellement notre politique puisse bien marcher. De quoi allons-nous parler? Je vais parler, la première chose, c'est cette fissure qui se trouve actuellement entre les jeunes et la vieille classe politique. La vieille classe politique devra connaître que le peuple n'est plus avec eux. Le peuple aspire à autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà pourquoi il est très important que, si nous voulons aller très loin avec notre combat, nous devons aussi apprendre à respecter les principes qui sont sur terrain. En deuxième point, je vais parler de convergence parallèle, qui est une forme de dédoublement des institutions, parce que c'est un nouveau modèle politique qui, pour la RDC bien sûr, et non dans le monde. Et nous allons voir comment la convergence parallèle comme étant une stratégie politique utilisée dans les autres pays. Et en fait, nous allons parler de ce qui se fait réellement sur terrain. En fait, est-ce que Martin Fayulu est-il traître, oui ou non? Et moi, je vous dis que Martin Fayulu n'est pas le traître. Martin Fayulu, c'est la personne qui a sauvé cette République et vous comprendrez pourquoi. Et enfin, nous allons parler de la sortie médiatique de Joseph Kabila, qui, bien sûr, Joseph Kabila est parvenu à s'imposer et nous sommes appelés à faire avec. Voilà. Le premier point que j'ai ici, c'est pourquoi il y a cette fissure entre la jeune classe d'intellectuels et la vieille classe politique. Pourquoi il y a maintenant cette fissure? Je crois que tout vient de ce que les hommes politiques parlent sur terrain, mais qu'ils ne réalisent pas. Ça, c'est la grande fissure. La deuxième fissure, c'est que les jeunes ne voient plus réellement. Ils vont chercher chez les politiciens quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais réalisé de ce que les hommes politiques leur demandent? Sinon que les hommes politiques sont en train de le bloquer. Donc je parle de l'absence de la culture politique. Nos hommes politiques n'ont pas de culture politique. Si nous devons un peu comprendre ce que c'est la culture politique, je vais vous donner quelques principes. Nous avons par exemple, bon, il y en a beaucoup, hein, bon, je tire au hasard certains principes. Il y a le principe par exemple que la politique est une démarche collective. C'est une démarche du rassemblement. C'est une démarche de l'unité. Et lorsque nous parlons du rassemblement, de l'unité, il y a l'amour du Congo et du Congolais. Donc la politique, c'est en fait ça. La culture, dans tout ce que vous êtes en train de faire comme politique, sachez que vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez le faire dans l'unité. Vous devez le faire ensemble. N'allez pas seul en politique. Si vous voulez faire la politique seul, restez chez vous à la maison. Mais si vous venez sur la scène politique, c'est une démarche collective. Donc ça, c'est un principe qu'il faut respecter et la classe politique congolaise n'a pas. Deuxième principe de la culture politique, et je peux le dire, c'est que le dialogue politique doit être permanent. Un homme politique ne peut jamais éviter à discuter sur le plan politique. Jamais, jamais. Vous devez avoir cela en tête. Vous devez toujours faire tout pour que les rencontres politiques soit un lieu où vous devez discuter des problèmes. Parce que personne n'est Dieu. Nous sommes tous là et chacun connaît en partie. Mais c'est lorsque nous sommes ensemble que nous pouvons connaître beaucoup. Mais nos hommes politiques refusent de se mettre avec les autres parce qu'ils n'ont pas le verbe, ils n'ont pas à discuter. Les hommes politiques croient que c'est l'argent. Ce sont les biens matériels qui font d'eux des politiciens. Bon, ça se voit. Il suffit simplement d'avoir un peu de moyens et que vous achetez à manger, à boire aux gens, que vous appelez la musique, eh bien vous devenez politicien. Ce n'est pas ça.
La politique va intimement avec le verbe, le logos. Et ça, nous allons encore voir cela dans le développement. Et un des troisième principes que je peux vous dire de la culture politique est que tout politicien, c'est un état positif de la conscience communautaire, conscience de la société. Donc, il doit être élégant, vous voyez. Vous devez être élégant dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et tout ce que je viens de vous dire, tous ces modèles ici, se sont retrouvés dans Jésus-Christ. Donc, si vous suivez les étapes de Jésus-Christ, vous verrez que Jésus-Christ, il a fait la politique. Il avait l'élégance dans tout ce qu'il parlait. Sa parole donnait la vie aux autres. Et Dieu vous a donné cette parole pour vous. Voyez. Jésus n'avait pas l'argent, parce que beaucoup croient que la politique c'est l'argent. Jésus n'avait pas l'argent. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens le suivaient à tout moment? Des foules le suivaient. C'est parce que Jésus avait ce qu'on appelle le logos, le verbe. Un homme politique doit avoir le logos. Moi j'ai le logos. Je vous parle parce que je sais de quoi je vous parle. Et les logos, nous avons trouvé avec les gens comme Martin Luther King, et nous avons, bon, on peut dire aussi, Etienne Tshisekedi aussi, avec les logos. Les logos vous permettent d'entrer dans les cœurs des personnes, de parler avec eux. Et ces personnes vous suivent parce que vous leur donnez une nourriture spirituelle. C'est très important. Je vais vous donner un exemple d'une certaine dame, une américaine, c'est Keisha Lance, c'est une noire. Elle est le maire de la ville d'Atlanta. Voilà. Et il y a eu les événements là sur George Floyd, donc il a été tué par les policiers blancs. Et il y a eu des manifestations partout, vraiment partout. Et pour calmer ces manifestations, soit il fallait amener des militaires et les militaires maintenant allaient tuer les noirs. Donc ça devait être une cacophonie terrible. Donc c'était impossible d'amener des militaires ou des policiers sur le terrain. Sinon ça serait provoqué le peuple. Alors le peuple s'est mis à casser beaucoup de choses. Et même le bureau de CNN, parce que le grand bureau de CNN se trouve justement à Atlanta. Bon, maintenant il y a cette femme-là. Elle n'était pas gouverneure, elle n'est pas gouverneure. Elle est maire de la ville, gouverneur de la ville d'Atlanta. Elle a parlé. Elle a parlé 4 minutes et c'était tout. Et tout s'est arrêté automatiquement. Les cas se sont arrêtés, tout le monde est rentré chez lui à la maison. Cette dame, vous pouvez trouver ça. Keisha Lance, elle est la maire d'Atlanta. Donc c'est vous dire que c'est ça un homme politique. Un homme politique a le verbe, il a le discours. Nous voyons par exemple nos frères qui meurent à Kamituga, là nous sommes dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu. Ils sont morts dans l'éboulement des puits, mais c'était dans les puits, ce sont des creuseurs artisanaux. Bon, ils sont là pour chercher de quoi vivre. Ils sont morts. Et c'est un deuil. Mais aucun politicien, ils sont là, s'ils sont là, c'est juste pour présenter les condoléances. Et il y en a des condoléances, ils sont là, donc des politiciens des condoléances. Mais vous devez dire à ce peuple comment il doit faire pour s'en sortir. C'est ça un homme politique. Un homme politique doit avoir le verbe. Un homme politique est reconnu par son verbe. Moi, je vous parle et vous reconnaissez mon verbe. Donc, il y a beaucoup de principes dans la culture politique. Il y a le respect de la parole. C'est très important en politique. Il y a le respect des rapports de force. Je vous ai battu aux élections. Acceptez et félicitez-moi. Je vous ai battu. C'est tout ce qui s'est passé. Félix devrait féliciter tout simplement Fayulu et tout allait s'arrêter là. Il n'y aurait même pas eu de problème. C'est parce qu'on a manqué cette culture politique qui est le respect du rapport de force. Et on manque beaucoup de culture politique. Vous voyez les hommes politiques, tantôt il est dans tel parti, le lendemain il est dans un autre, le lendemain c'est comme ça les hommes politiques, ils changent de couleur à tout moment. C'est comme des fanatiques de Mazembe, aujourd'hui il est avec Mazembe, on gagne Mazembe, il va c'est le Popo et ainsi de suite. À Kinshasa c'est Vita, Club, on vous gagne là-bas, vous allez c'est je ne sais pas moi des SMP. Donc ce sont des choses qui n'existaient pas dans la vie politique. Si les jeunes que vous appelez des fumeurs, ainsi de suite, respectent leurs engagements vis-à-vis de leurs équipes, mais à plus forte raison, vous qui avez étudié,
Donc, nous devons avoir de l'élégance politique. Remarquez les gens qui ont travaillé avec Mobutu, Kabila vient, il travaille, Félix vient, il travaille, donc ils sont un peu partout. Bon, ils s'adaptent facilement, mais en politique, ça ne se fait pas. Les hommes politiques doivent choisir réellement leur couleur politique. Vous devez connaître ce que vous devez faire. Et c'est cela, cette fissure arrive justement parce que les hommes politiques n'ont pas les discours, n'ont pas assez d'éléments que je viens de citer. Et imaginez-vous, qu'est-ce que Fayoul aujourd'hui dans les prochaines élections, parce qu'il veut être candidat pour les prochaines élections, quel langage il peut tenir à l'Est, là où il a été, à Beni? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens de Beni? Que non, cette fois-ci, votez pour moi, eh ben, je vais réaliser ce que vous allez me dire. Mais nous avons voté pour vous, mais vous n'avez rien fait. Bon, voilà. Est-ce que Félix a quelque chose encore à faire? Non. Donc, Kabila, aujourd'hui, manque quel pion jouer dans les prochaines élections. Voilà pourquoi lui-même est sorti, afin de pouvoir essayer d'animer un peu les choses et de changer la constitution pour que les élections soient au suffrage. Donc maintenant, vous comprenez les choses. C'est-à-dire, ni Félix, ni Fayoul, personne ne sera élu. Ça, détrompez-vous. Ça, c'est ça la réalité sur Terre. Et c'est là le danger. Et vous allez comprendre. Donc, les hommes politiques, je vais un peu m'attarder là-dessus parce que c'est très important que nous comprenions afin d'aller vers l'avant. Tous les hommes politiques, en RDC, du moins de la famille Etienne Tshisekedi, parce que Etienne Tshisekedi a sa lignée, donc tous ces Martin Fayulu, tout ça, ça vient de là. Même ceux qui viennent de Gizenga aussi. Gizenga, c'était une classe politique, mais je ne sais pas si Muzito respecte cela. Muzito, il est là avec les mensonges, c'est ça, ce qui tue les hommes politiques. Donc, ils n'ont pas la culture politique, les hommes politiques congolais. Il y a l'absence du verbe mobilisateur. Voilà. Les hommes politiques ne s'expriment pas directement devant le peuple. Vous me voyez, moi je vous regarde, vous me regardez, je vous parle. C'est ça un homme politique. Un homme politique parle directement au peuple. Mais si vous remarquez les autres compatriotes, c'est justement, ils cherchent tout simplement un journaliste. Ils s'arrangent, bon, tu vas me poser telle question, moi je vais te répondre comme ça, et puis ainsi de suite. Et vous voyez les hommes politiques en train de discuter avec les journalistes sur ça. Donc ça, tout ça, c'est la bêtise, ça fait mal. Et c'est devenu même les journalistes, qui sont beaucoup plus les journalistes des médias sociaux. En fait, ils ont pris aussi ça comme un plaisir, à taquiner les politiciens comme ça. Et on s'est dit, voilà, nous avons eu beaucoup de vues, j'ai eu 5 000 ou j'ai eu 50 000 vues. Tout ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous devez être conscient de vous-même. Parlez au peuple directement. Sans émotion. Dites au peuple, au moment où je parle, le peuple regarde mes gestes. Le peuple regarde ma bouche, comment je parle. Est-ce que je les regarde en face? Est-ce que je suis menteur? Donc ils ont tous les temps de me contrôler et de me voir. Mais ce n'est pas avec les journalistes. D'ailleurs, on vous prend une vue en profil, des profils, et puis il n'y a rien. Vous ne montrez pas vos émotions lorsque vous parlez. Moi, lorsque je vous parle, je vous montre mes émotions. Si j'ai à sourire, je souris et vous voyez mon sourire. Donc, en fait, c'est cela. En RDC, nous n'avons plus des hommes politiques. Les quelques hommes politiques qui sont restés, je peux en citer 3, du moins pour le moment, que nous pouvons encore récupérer. Il y a Valentin Moubake, il y a Martin Fayulu et il y a Eve Pazaïba. Mais remarquez maintenant les défauts de ces gens et vous allez voir s'ils sont encore capables, on peut les récupérer. Remarquez par exemple Valentin Moubake. Valentin Moubake, il montre toutes ses incapacités de voler de ses propres ailes. On dirait que c'est Tshisekedi qui lui donnait des ailes. Sans Etienne Tshisekedi, lui, on ne parle plus de Valentin Moubake. Valentin Moubake ne croit pas en lui-même, ou ne croyait pas en lui-même. C'est ce qui a fait qu'il ne pouvait pas créer une aile à lui. Il était là pour dire, oui, Etienne Tshisekedi, oui, Etienne Tshisekedi, faisons ça, oui, Etienne Tshisekedi, en tout cas, vous avez raison. Bon, c'était ça, et ça, vous avez des oui, là, vous n'êtes pas un homme politique. Donc, essayez un peu de changer, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais montrez aux Congolais que vous avez les rênes. Le terrain vide. Le terrain vide, le peuple vous attend. Mais montrez-lui que vous êtes un dirigeant et vous êtes un leader. Bon, je prends l'autre, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu,
Lui, le problème, c'est qu'il a été surpris même au niveau de Genève d'être là où il est. Martin Fayoulou, pour lui, devait jouer les seconds rangs et puis jouer, bien sûr. Mais c'était Félix, Étienne Félix, qui était destiné à faire ça. Et nous allons parler de ça parce que je vais revenir. Donc, Martin Fayoulou a été surpris d'être là au devant de la scène. Et il a commis beaucoup d'erreurs. La première des choses, c'est extérioriser ses sentiments émotionnels. En politique, on n'extériorise pas. Même si vous avez les sentiments de haine, ne les faites pas voir. Vous avez les sentiments de joie, ne les faites pas voir. Sois un homme qui est là et qui comprend bien les choses. Mobutu était là, il pouvait sourire, oui, mais vous n'allez jamais voir Mobutu dans la colère, non. Un homme politique, c'est un état positif de la société, je viens de le dire. En fait, Martin Fayoulou était là en train de danser, et ainsi de suite. Mais toutes ces choses ont été interprétées. Ce sont des gestes qui sont interprétés par le peuple, par ceux qui vous voient. Et la politique, en fait, ça doit se faire en secret. Ça se fait en secret parce que tout est interprété. Ah, tout est interprété. Au Kasaï, il y a un insecte qu'on mange, qu'on appelle dingong, quelque chose comme ça, dingong. Maintenant, si vous remarquez, les dingong et les... il y a l'autre là, comment il s'appelle encore, les tijangalala, je crois tijangalala. Donc vous verrez que ce sont deux insectes qui se mangent. Enfin, deux insectes identiques. Mais l'un se mange, l'autre ne se mange pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dit? Maintenant, il est arrivé que c'est lorsque c'est en absence des enfants. Si vous voulez griller cet insecte, il ne faudrait pas que les enfants soient proches. Sinon, ils risquent aussi d'aller ramasser les bijangalala et pour venir manger. Donc, en fait, c'est quelque chose de secret. Il faut avoir des secrets dans la vie. Surtout dans les gestes, parce que tout est interprété. Tu vas faire ça, mais on va interpréter autrement. Il ne faut pas dire que ceux qui interprètent, ce sont des mauvais, ni les jeunes qui crient actuellement Fayoulou, musique, Wenge, tout ça, non. Ils sont en train d'interpréter ce que vous leur avez montré. La politique, c'est cela. La politique, ça ne doit pas se faire publiquement. Bon, Martin Fayoulou ignore la signification du tapis rouge. Le tapis rouge, lorsque vous cherchez le pouvoir, vous allez marcher sur le tapis rouge, mais la couleur rouge représente le sang. Lorsque vous acceptez le pouvoir, vous devez aussi accepter de toucher le sang. Martin Fayoulou doit montrer aux Congolais qu'il peut toucher le sang. Le sang, ce n'est pas d'offrir des sacrifices comme il y a le mysticisme, non. Le sang politique, c'est le sang où vous êtes capable, vous êtes chef de l'État, vous engagez les troupes, par exemple, dans les combats. Lorsque vous engagez les gens dans les combats, vous savez bien qu'ils vont mourir. Ces gens ont des familles, mais ce sont des jeunes qui ont l'avenir. Mais vous devez signer pour qu'ils aillent au combat. Voilà pourquoi on l'appelle commandant suprême. Donc, si vous acceptez d'être un homme politique, acceptez d'être commandant suprême, c'est-à-dire mener les gens à aller mourir. C'est ça le sang, le tapis rouge. Et aussi, sur le plan même, pourquoi on vous appelle magistrat suprême? C'est parce que avant d'exécuter tout citoyen congolais en RDC là, si le tribunal vous a condamné à mort, avant l'exécution, le président doit signer. C'est le président qui a ce pouvoir-là d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'il représente toute une loi. Et vous serez obligé à faire ça, sinon il y aurait les désordres. Vous devez accepter de marcher sur le tapis rouge, c'est-à-dire de marcher sur le tapis et sur le sang. Et Martin Fayoulou, ce qu'il est en train d'oublier jusque maintenant, et de grâce qu'il mette fin à cela, c'est qu'il croit que le plan de sortie des crises sera accepté par FCC et Cash. Mais vous leur apportez une épée, vous leur demandez de se tuer avec cette épée. Ça ne peut pas marcher en politique. Ça ne peut pas marcher. Donc, de ce côté-là, essayez de revoir le calcul. Et puis, au courant de ce message, vous allez comprendre beaucoup de choses que je veux dire. Je vais voir un peu Eve Bazaïba. Eve Bazaïba, c'est une dame que nous avons vue grandir avec nous au niveau de la politique, une Congolaise toute faite, qui aime bien son pays et qui a vraiment cet amour. Intellectuellement, elle est là et physiquement, elle est apte. Et Madame Eve Bazaïba a manqué beaucoup de gens, de mentors, par exemple, qui devraient la pousser à créer une voie
une nouvelle voie. Bon, c'est qu'elle n'a pas fait. Et elle a cru que devenir star, c'est une communion de beaucoup de gens qui se mettent et puis qui décident, bon écoutez, bon aujourd'hui nous allons prendre Eve Bazaï, bah bon voilà, Eve Bazaï, bah bon soyez là, vous allez vous préparer, vous serez chef. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en politique. La starisation est une ascension vraiment solitaire. Vous n'avez pas besoin de cordées, vous n'avez pas des gens qui doivent vous aider. Moi, lorsque je vous parle seul. Je me suis créé une voix. Et aujourd'hui, en ce moment ici, vous m'entendez. Et vous m'écoutez parce que vous êtes obligés, je vous ai obligé de m'écouter. C'est comme ça. Dieu travaille avec les gens qui prennent eux-mêmes d'abord une décision de ne pas se sous-estimer. C'est cela en fait. Et votre erreur, c'est la même erreur aussi que Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi, lui, il est entouré de beaucoup de flatteurs qui étouffent ses talents. Bon, il n'accepte pas le sang, c'est tout à fait normal. Bon, il cherche le pouvoir, mais refuse de marcher sur les tapis rouges. Donc ça, tout ça, ce sont des choses, ça fait partie de la culture politique que les Congolais n'ont pas. Si vous vous engagez en politique, acceptez le sang. Si vous refusez le sang, restez chez vous à la maison, personne ne viendra vous chercher. Donc nous pensons que tous ceux qui s'engagent à faire la politique doivent faire réellement la politique. Le peuple demande à Martin Fayulu les armes. Nous voulons les armes, nous voulons faire ceci. Martin Fayulu dit non. Mais en disant non, vous remplacez par quoi? Ce n'est pas vous qui allez mourir. Le peuple accepte de mourir pour vous, en votre nom. Et c'est cela en fait, un homme politique devient maintenant une référence sociétale pour organiser la société. Donc en fait, c'est ça. Donc manque de culture politique. Voilà pourquoi les jeunes qui veulent se libérer, vous les enfermez dans les trous en leur disant attendez, attendez. Les jeunes ne veulent plus de vous. Et la prochaine fois que vous allez vous déplacer sur le terrain, faites beaucoup plus attention parce que le peuple vous attend avec des cailloux. Voilà. Des cailloux, des pierres. Les pierres, c'est beaucoup mieux parce que les cailloux, ça peut être un petit, ça ne fera pas du mal. Donc, voilà, maintenant, passons au deuxième point. Le deuxième point ici, je vais parler du dédoublement. J'ai parlé du dédoublement des institutions. Le Congo libre, ou la RDC libre, là, double les institutions. Bon, il se rappelle à la France libre. Bon, voilà, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Alors maintenant, je voudrais tout simplement vous faire voir que le dédoublement des institutions, qui je vous parle, qui a existé dans ce pays, qui existe même maintenant, il y a des partis politiques qui sont dédoublés, tout est dédoublé parfois dans ce pays. Donc c'est une des stratégies politiques adoptées selon que c'est utilisé par Kabila, là c'est légal, mais si c'est utilisé par Mouya, là ça n'est plus légal. Donc, c'est toujours ces petits jeux-là que je n'aimerais pas entrer beaucoup plus en détail. Mais je vais vous expliquer scientifiquement ce que ça veut dire le dédoublement des institutions. C'est dommage que nos professeurs d'université qui font la politique, qui donnent cours de politique, ne se documentent pas beaucoup sur l'évolution politique dans notre pays. Et le dédoublement des institutions que nous avons vu du temps de la CNES n'est autre que ce qu'on appelle les convergences parallèles. Les convergences parallèles, c'est le mathématicien Euclide qui a amené cette théorie dans la géométrie plane. En fait, il s'agit de... Euclide, c'est un mathématicien. Il a expliqué ça, comment les droites parallèles peuvent ne pas converger sur une géométrie dans la surface plane. Et, bon, je ne suis pas ici pour vous donner cours de géométrie. Mais comprenez que Monseigneur Monsengo avait utilisé ce terme à la conférence nationale souveraine. Lorsqu'il y avait deux camps, le camp de Imper et le camp de l'opposition, Union Sacrée, ces deux camps-là se battaient au niveau de la CNS. Et Monseigneur Monsengo a fait sortir, mais vous parlez tous la même chose. Mais c'est la manière de le faire que c'est vraiment différent. Et Monseigneur a fait calmer la situation, d'où le terme de convergence parallèle. Mais nos politiciens ou les professeurs n'ont pas fait un effort pour étudier cette question. Voilà maintenant que cette question revient maintenant avec M. Albert Mouya. Alors, M. Mouya
prend cette stratégie de convergence parallèle, qui est en fait le dédoublement des institutions, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, lorsque toutes les portes pour la jeunesse ont été fermées, ils sont fermés parce que les jeunes actuellement ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas travailler, donc leur avenir est foutu. C'est une classe des gens qui est là, qui doit manger, mais pas les jeunes. Toutes les portes sont verrouillées. Les jeunes ne peuvent même pas, malgré leurs intelligences que je découvre actuellement sur le terrain, vraiment ces jeunes-là souffrent alors qu'ils devraient bien aider le pays. Moi, j'ai vécu dans ce pays-là. Je suis intelligent et je l'étais même à l'école. Mais ici, bon, moi je suis parmi, j'ai été choisi au congrès du parti ici. Et je suis un élu dans ma ville ici, où je suis à Bouden, je suis élu. Je suis de la liste parce qu'ici c'est dans la liste, mais les vraies élections se passent au niveau du congrès. C'est le congrès qui vous met sur la liste et vous allez chez le peuple avec cette liste et la liste a été votée. M. Mouya est là. Donc, mais comment expliquer que ce M. Mouya qui a été au pays, ici en Occident, brille? Non. Nos compatriotes qui sont au pays sont plus intelligents même que moi. Ils peuvent faire des discours sans même regarder sur le papier. Parce que c'est la tête. Ils ont étudié. Moi, j'ai étudié aussi là-bas. Mais ici, je suis venu tout simplement me perfectionner dans les discours, ainsi de suite. Voilà comment je suis en train de vous parler. Je n'ai pas besoin de papier pour vous parler. Hein? J'ai des papiers. Les papiers sont là. Mais je dois vous parler parce que la conversation signifie se regarder en face. Alors, je disais que pourquoi nous avons apporté la convergence parallèle? La convergence parallèle, il y a le vocable convergence. Dans ce que nous appelons convergence, c'est-à-dire nous convergeons tous dans un Congo. Nous habitons tous dans un Congo. Nous sommes unis et nous avons le même sort. Nous sommes liés par le même sort. L'hymne national le dit. Et même les Atundu, les Mende, les Kanyama, qui sont méchants, tous veulent que ce pays-là soit bien. Que cela soit les Kalev, même que cela soit du temps de Ngwanda, où on tuait les chrétiens et tout. Tous ces gens sont des Congolais. Il n'y a personne qui va vous dire que moi j'aime que ce Congo-là se meure. Non. Si vous allez voir Kanyama, il va vous dire que, mais écoutez, moi j'aimerais que ce pays-là soit comme, voilà. Il y a des pays qui sont très bien. Et tout le monde désire ça. Mais pourquoi alors nous nous haïssons? Voilà pourquoi le Congo libre va dans la convergence. Nous, dans notre lutte, nous voyons que nous sommes tous Congolais et nous pouvons tous converger. Mais nos raisonnements sont diamétralement opposés. C'est ce qu'on appelle sont parallèles. C'est-à-dire nous ne pouvons pas nous rencontrer. C'est-à-dire il y a quelque chose là que nous sommes tellement différents. Nous sommes tellement aux antipodes que vous ne pouvez pas comparer l'un à l'autre. C'est comme le papillon et la chenille. Ils viennent tous de même espèce. Ou c'est le papillon qui vient de la chenille, ou c'est la chenille qui vient du papillon. Mais ils sont là. Mais ils sont diamétralement aux antipodes. Vous ne pouvez pas comparer la chenille au papillon. Non. Ce sont deux êtres différents. Et c'est ça avec le Congo libre. Donc ceux qui sont là, qui gèrent le pays, et nous sommes aux antipodes, nous sommes diamétralement opposés. Et nous irons comme ça en parallèle jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Et ils ne vont pas comprendre, nous ne les forçons pas comprendre, nous leur disons tout simplement de continuer. Et la théorie de convergence parallèle trouve son sens lorsque le jour et la nuit ont toujours marché, jamais ils ne se rencontrent. Les bons et les mauvais, ou la lumière et les ténèbres ont toujours marché, ont toujours existé, mais jamais ils ne se sont jamais rencontrés. Si l'un rencontre l'autre, il le bouffe. C'est ainsi que la lumière avale les ténèbres et les ténèbres avalent les lumières. Donc il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Et ici en Europe, ils ont vaincu les ténèbres. C'est ainsi qu'il y a toujours la lumière, la lumière. Jamais vous ne verrez les ténèbres ici. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. Donc le Congo libre est à ce niveau-là. Le principe, c'est que c'est toujours l'un qui va chasser l'autre. La bonne monnaie chasse la mauvaise. Quelque chose de nouveau chasse toujours quelque chose d'ancien. Voilà pourquoi même lorsque Jésus a dit que vous ne pouvez pas mettre de vin nouveau dans des outres vieilles. Bon, voilà, ça va s'éclaser, c'est comme ça. Donc il faut toujours quelque chose de nouveau et pour des choses nouvelles.
C'est ça notre convergence, la convergence parallèle. Il y a la société des médiocres et il y a la société des bons, des intègres. Les médiocres, ce n'est pas moi qui ai fait sortir ce terme, ça existe. Mais à côté des médiocres, il y a les intègres. Nous sommes là et nous allons continuer. Donc voilà comment Jésus-Christ, qui est le modèle que nous devons prendre comme le modèle politique, nous a enseigné que il faut être radical. Jésus, lorsqu'il était ici, il n'a pas cherché à collaborer avec les lois qu'il a trouvées. Non, il a cassé toutes ces lois. Parce que ces lois, c'était pour eux. Mais lui est venu avec autre chose, il a cassé ces lois. Et c'est ce que moi je suis en train de dire à nos compatriotes, que si nous voulons réellement nous en sortir, commençons par ne pas respecter les lois. Mais si nous ne les respectons pas, qu'est-ce qui va se faire? Si nous ne le faisons pas, nous avons beaucoup de lois. Il y a la loi religieuse, il y a la loi morale, il y a les us et coutumes, il y a beaucoup de choses là que nous devons, sur lesquelles nous pouvons nous référer. C'est en fait ça ce que je suis en train de dire. Les compatriotes congolais, vous devez connaître que la vision que nous avons, c'est pour que nous puissions sortir de la crise. Et nous devons couper la peur. Nous devons comprendre que si Joseph Kabila est sorti, cela ne doit pas vous faire peur. Je suis en train de vous dire, ceux qui avaient peur, ah non, nous allons sortir, nous allons faire ceci, je vous dis, non, ce n'est pas ça la réponse. Et vous aurez suivi ça et vous aurez cette réponse. Mais je vais revenir à mon dernier point. Mais j'aimerais un peu parler sur la trahison parce que on parle de Martin Fayulu qui a trahi, mais qui a trahi quoi, ainsi de suite. Mais c'est toujours ça, la culture politique. Est-ce que Fayulu a trahi? Moi, je vous dis, Fayulu n'a pas trahi. Si Fayulu peut être condamné pour autre chose, oui, mais pour ça, il n'a pas trahi. Ceux qui ont trahi, ce sont des gens qui ont pas Sinangai, pas Sinayo. Ils se sont trahis. Où est Katumbi maintenant? Ils se sont trahis. Où est l'autre l'autre, je ne sais pas, bon, je ne sais pas me citer son nom. Donc voilà des choses. Et maintenant, vous allez comprendre que si vous voulez comprendre ce qui s'est passé à Genève, le 11-11, c'est-à-dire le 11 novembre, je crois 2018, mais non, 17. Si vous devez comprendre cela. Genève 11-11, c'était l'aboutissement d'une succession de traîtrises. Il y a eu beaucoup de traîtrises. Et les traîtrises ont commencé lorsque Etienne Tshisekedi est entré en danse. Il est entré en danse en 2011. Je vais vous parler des choses un peu de manière disparate, mais toutes ces choses sont unies. Vous allez comprendre pourquoi Etienne Tshisekedi n'était pas accepté en 2011. Vous avez vu Kyungu avait refusé de l'accueillir au Katanga. Mais Tshisekedi s'est imposé. À Kisangani, où Joseph Kabila est allé. Or, c'est impossible que deux candidats aux élections se retrouvent tous dans une même ville le même jour. Mais Kabila est allé à Kisangani, il s'est imposé. Voilà. C'est ça la loi dont vous parlez, vos lois là que vous respectez. Mais Joseph Kabila ne l'a pas respecté. Il est allé là-bas. Ils se sont rencontrés avec... Et je vais vous dire pourquoi il s'était rendu là-bas. Bon, entre parenthèses. Il y a l'avion... Qui ignore que l'avion de Etienne Tshisekedi était interdit d'atterrir à Kinshasa? Qui ignore que Etienne Tshisekedi était bloqué en Afrique du Sud? Hein? La diversion de Kengo. Hein? La position de Kamere qui pose des conditions, je vais être Premier ministre, ainsi de suite. Tout ça, vous le savez, toutes ces choses. Et quoi encore, Jean-Pierre Bemba, avec les côtés, Etienne Tshisekedi est allé là-bas, bon voilà, il a fait des manœuvres, ainsi de suite, pour effacer un peu ce qui s'était passé en 2006. Toujours, c'est à ce moment-là qu'Etienne Tshisekedi est allé chercher ce qu'on appelle quoi, la communion ou le rassemblement. Mais avant, pour lui, en 2006, il ne pouvait pas y avoir ça. Vous connaissez Ngoï Mulunda, je crois, ou Malomalo à cette époque, je ne sais pas. Vous connaissez tous ces scénarios-là. Malgré tous ces scénarios, vous savez même pourquoi Etienne Tshisekedi était interdit de faire quoi que ce soit. Parce que le plan était déjà joué pour qu'il ne soit pas là. Maintenant, comme Etienne Tshisekedi s'est imposé, il fallait maintenant jouer avec lui. Alors maintenant, la stratégie des traîtrises avait commencé à ce niveau-là. Etienne Tshisekedi a prêté serment, bon,
Après, il y a eu la communauté internationale, notamment l'Allemagne qui est venue et qui est parvenue à convaincre Tshisekedi de ne pas déranger Joseph Kabila et qu'il devrait accepter le poste de Premier ministre, de vice-président de la République avec possibilité de former le gouvernement, et ainsi de suite. Mais Etienne Tshisekedi a refusé parce que il avait ses principes à lui, il a refusé. Et c'est ça ce qui a fait que les Jacquemins, tout ça, il y a eu cette histoire de cartes, un vol, ainsi de suite. Parce qu'autour d'Etienne Tshisekedi, tout le monde était mécontent. Était mécontent parce que c'était une occasion où Etienne Tshisekedi devrait travailler avec Kabila comme son adjoint et qu'on devrait préparer les autres élections. À ce niveau-là, tout le monde avait refusé. Et Kabila avait compris qui était l'homme. Et vous allez voir maintenant la suite. Même les Félix, tout le monde autour de Etienne Tshisekedi, le fait qu'il ait refusé cette offre, tout le monde était mal à l'aise. Bon, malgré cela, Etienne Tshisekedi quitte Kinshasa en 2015 jusqu'en 2016, il a fait 2 ans. De juillet 2015 à juillet 2016, bon, Etienne Tshisekedi était en Belgique, ainsi de suite. Il y a eu cette histoire de Ibiza, ainsi de suite, parce qu'il avait demandé au peuple, il dit, bon, écoutez, moi, je dois maintenant travailler. Vous, reposez-vous, voilà la Pongiaba bébé. Et maintenant, pour la communauté internationale ou pour Joseph Kabila, de 2011 à 2016, pour les prochaines élections, Tshisekedi ne serait plus, il ne va plus résister. Bon, il aura peut-être 87 ans, ou je ne sais pas moi. Bon, il sera vieux. Donc, il sera incapable, la loi peut-être pourra le faire. Mais lorsque Etienne Tshisekedi revient en 2016, au mois de juillet, c'est tout un autre Etienne Tshisekedi. C'est un monsieur jeune, rajeuni, et ça donnait une panique. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait demander 2 ans. Et Kabila a demandé 2 ans, qui lui a été accepté, mais avant que les 2 ans-là se fassent, donc faisons Senko, d'où était venu Senko. Senko a ouvert ses portes. Mais tout en oubliant que, voilà les amis qui disent à Fayulu qu'il a trahi. Maintenant, remarquez maintenant les jeux de Kabila. D'abord, c'est autour, lorsque Moubaki, qui était le chef de file au niveau de la Senko, la présence de Martin Fayulu, de Moubaki à la Senko comme chef de file, n'était pas acceptée par les autres. Ils sont entrés dans Félix pour lui dire, mais écoutez, nous allons sortir le Premier ministre, parce que c'est vous, mais c'est vous, vous pouvez être là. Mais pourquoi vous pouvez laisser ce monsieur-là être avec nous? Parce que de toutes les façons, on craint beaucoup Moubaki, ça c'est sûr. Moubaki même plus qu'Etienne Tshisekedi. Mais Félix aussi savait qu'il ne peut pas être là comme Premier ministre et son père, cette histoire de Saint-Sac. Donc, même Etienne Tshisekedi ne pouvait pas accepter. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà maintenant là où est arrivée la traîtrise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'UDPS, se sont divisés en 2. Il y a eu l'aile de Félix et il y a eu l'aile de Moubaki, qui soutenait Moubaki. Bon, pour Etienne Tshisekedi, il soutenait Moubaki. Mais côté de l'autre Chilombo, il avait sa mère. Et sa mère avait une grande force influence sur son mari. C'est ainsi que Moubaki sera débarqué comme chef de file et c'est Félix qui prend les rêves. Malgré cela, je crois que Etienne Tshisekedi a demandé à Moubaki de continuer. Alors qu'on pensait que Moubaki allait se rebeller. Non, Moubaki a continué. Et puis c'est fini, les 31 décembre, les accords sont signés, tout est OK. Et proposition du Premier ministre, Etienne Tshisekedi signe, c'est Moubaki qui est Premier ministre. L'affaire arrive au niveau de la présidente de Kabila. Kabila dit, mais quel nom vous me donnez? Qu'est-ce que vous avez fait? Moubaki, je ne le connais pas, je connais Félix. Mais... Alors, tout ça, ça a posé de problèmes. Et on dira à Félix que, bon, voilà, aussi longtemps que ton père est à Kinshasa, Kabila ne signera pas. Il faudrait maintenant qu'il fasse sortir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut chercher maintenant les histoires médicales. On a fait cette histoire de médicale, on a mobilisé la télévision, on a dit qu'il est malade, il est ceci, il est ceci. Et la toute dernière personne à convaincre Etienne Tshisekedi, c'est Maman Marthe, qui était au courant que tant qu'Etienne Tshisekedi était à Kinshasa, et Kabila ne pouvait pas signer l'ordonnance. Et même
Etienne Tshisekedi disait que moi, je quitte Kinshasa en laissant le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit venir m'accueillir ou qui ira me... tout ça. Bon, voilà. Et Maman Marthe a commencé les deuils. Voilà, tu veux mourir pour les gens, les médecins t'attendent en Europe, ainsi de suite. Elle a fait des grèves de faim. Ah non, vous voulez me laisser, ainsi de suite. Elle était dans le coup déjà. Et voilà, Etienne Tshisekedi qui monte bien dans l'avion, en marchant. Etienne Tshisekedi est arrivé à Kinshasa, à Bruxelles. Je crois que vous devez connaître ça. Il est parti le mardi 24 janvier 2017. Il a quitté Kinshasa pour Bruxelles. Le 1er février, donc le 24 février au 1er février, à peu près une semaine, Etienne Tshisekedi est décédé. Est-ce que maintenant vous comprenez d'où est venue la traîtrise? Voilà. Etienne Tshisekedi est décédé et maintenant il fallait nommer le Premier ministre. À ce niveau-là, si on nommait Tshilombo Premier ministre, les autres n'allaient plus l'accepter. C'est-à-dire les Fayoulou, bon, les Fayoulou peut-être allaient accepter, mais les Jean-Pierre Bemba et les autres peut-être ne pouvaient... Donc il ne pouvait peut-être plus exister cette histoire-là de la Mouka. Maintenant, on a pris Félix comme étant un appât. Hein? Voilà, la maison, là, on met un appât pour attirer les poissons. Donc, Félix était maintenant l'appât pour attirer tous les gros, c'est-à-dire Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Bon, voilà, c'était toujours les gens là que Kabila craignait. Mais ces gens-là devraient être liés par un accord. Ils devraient venir facilement. Et maintenant, voilà ce qui s'est passé à Genève. Lorsque maintenant on arrive à Genève, Jean-Pierre Bemba était au courant déjà de ce qui se passe. Moïse Katumbi était, parce qu'ils avaient aussi des gens qui suivaient à Ibiza, qui étaient autour de Kabila. Ils savaient que Félix n'est pas sain. Félix est venu pour Azouabino, donc dans la maison. C'est la maison que Kabila a jetée pour vous prendre tous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils étaient éliminés. Ils ont dit, bon, écoutez, vous êtes à 4, allez-y là-bas. Matungulu était déjà informé, Martin Fayulu était informé. Donc, personne ne pouvait choisir Félix, si ce n'est lui-même qui s'est choisi. Parce qu'ils étaient informés. Bon, maintenant, je vous pose cette question. Félix était l'appât pour prendre tous ces gens-là. Et que Martin Fayulu était informé. Donc, pour vous, vous vouliez que Martin Fayulu accepte de vendre le pays vers Kabila? Non. Moi, si j'étais à la place de Fayulu, j'allais faire exactement ce que Fayulu a fait. Et Fayulu a sauvé le pays. Si aujourd'hui, nous parlons, c'est parce que Fayulu a mis fin à cette affaire. Imaginez-vous que Félix sort là-bas, mais c'est tout le monde qui allait chez Kabila. Parce que nous allons être drainés par l'accord de Genève. Et tout celui qui allait être contre. Or, la Mouka avait tous les peuples. Donc, c'était un plan bien marché. Et en tout cas, félicitations, M. Fayulu. Ces gens-là, ils ne comprendront pas, ils comprendront peut-être plus tard. Et vous allez comprendre que Etienne Tshisekedi est décédé. Qui a entendu déjà parler des enquêtes là-dessus? Dans une semaine, une personne meurt. Qui sort, qui marchait, qui n'est pas parti dans une civière. Et remarquez bien la personne qui l'a tué. Cette personne, vous allez remarquer par ses caractéristiques. Cette personne-là a chassé tous les amis de son père autour de lui. Cette personne-là, je ne cite pas son nom, mais cette personne-là est un grand meurtrier. Il l'a tué. Et voilà pourquoi il est même difficile d'aller au Kasaï. Parce que même au Kasaï, les nouvelles sont déjà arrivées. Je ne sais pas lorsqu'il va arriver là-bas ce qu'on fera de lui. C'est ainsi que vous voyez, il est devenu Moutambulampipa. Je ne sais pas comment est sa tête, mais et même le président, d'autres présidents trouvent, mais comment toi tu te déplaces, comment toi tu... Il y a beaucoup de choses à faire en RDC, mais tu es là que pour te déplacer, mais pour avoir quoi? Tu te déplaces pourquoi? Il y a beaucoup de choses, on tue, on fait ceci. Pourquoi tu es là? Donc la tête déjà commence à troubler, à se troubler. Bon, je ne sais pas ce qu'il dira au peuple du Kasaï, parce qu'on l'attend là-bas. Ben, il doit aller là-bas, voilà. Donc voilà un peu la vérité dans ce que qui est là. Et Martin Fayulu a sauvé la RDC. Maintenant, j'arrive au dernier point. C'est un point très important. Joseph Kabila est sorti. Je vous ai dit que Joseph Kabila, c'est son nom. Il faut vraiment que nous ayons des regards. Il s'est imposé.
Donc, dans l'arène, quelqu'un qui s'impose, il a besoin, même si vous le refusez, mais vous êtes accepté de faire avec. C'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. Joseph Kabila a fait son long métrage. Il est là, il a son Sénat, il a son Parlement, il a son gouvernement, il a tout, l'armée, il a tous ces gens-là. Et la population trouve que c'est fini. Parce que l'espoir qu'ils avaient dans Félix, l'espoir n'est plus. En dehors de Félix, qui d'autre peut venir? Le peuple maintenant est déboussolé. Kabila est adulé, c'est lui seul. Les autres crient, nous crions très loin. Bon, le peuple, s'il y a les élections aujourd'hui, qu'ils votent au premier tour, au second tour, ce sont eux qui sont majoritaires et ils vont créer leur majorité parce qu'ils ont leur Sénat, ils ont fait ceci, tout ça. Félix peut refuser de signer, mais la Constitution dit que bon, ça vient automatiquement parfois. Donc, moi je vais vous dire ceci, pour vous calmer le peuple. Je dis que l'espoir est toujours là, ne vous sentez pas que vous avez perdu. Au contraire, maintenant, vous avez compris. Vous allez vous battre maintenant selon les règles de la culture politique. Dans la culture politique, je vous donne un petit exemple, c'est que il arrive parfois que je peux ramasser un caillou. Je n'ai pas envie de te lapider, mais je ramasse un caillou pour te montrer que si tu oses continuer, je vais te lapider. Et si je fais une feinte et que toi tu me regardes, tu n'esquives pas, alors moi je dis, ce monsieur-là est très dangereux. Alors là, je te lapide. Mais si je te feinte et que toi aussi tu esquives, je fais ceci, tu esquives aussi, alors là je dis que non, il a peur, je ne peux pas le faire. Donc en fait, c'est en fait ça le jeu politique. Le jeu politique actuellement, c'est que on connaissait la faiblesse d'Etienne Tshisekedi par le camp Kabila. C'est-à-dire, Etienne Tshisekedi était l'homme de dire non. Il a dit non, non, mais très souvent, il revenait toujours. Prenez par exemple le cas de la Constitution. Il a dit au peuple, non, n'allez même pas vous faire enregistrer, n'allez pas faire ceci. Mais à la fin, c'est la Constitution qu'il a eu, vous voyez. Donc en politique, soyez un peu très très malin, tout ça. Donc la vieille classe politique, vous devez mettre fin à cela. Le Congo libre donne une certaine ligne de conduite, prépare nos jeunes. Nous avons deux cartes. Le Congo libre a deux cartes. Il va jouer ces cartes très bien dans la convergence parallèle. Je vous ai dit que nous n'avons pas la haine entre nous, c'est-à-dire tous les Congolais, qu'ils soient des PPRD, qu'ils soient des l'UDP, ils sont Congolais, nous sommes tous Congolais, nous sommes unis par le même sort, nous nous battons. Les jeux doivent être mis sur la table. Il n'est pas question de dire que ces gens sont des diables, nous sommes des bons, non. Alors nous avons deux cartes sur table. La première carte, c'est le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, jamais on ne peut dire au peuple de se soulever, c'est impossible. Mais on peut préparer le peuple, on peut lui donner des moyens. Comment, lorsqu'il aura le temps de se soulever, qu'est-ce qu'il doit faire sur le terrain et comment doivent être les revendications. Ça, c'est ça le soulèvement populaire. Mais nous devons préparer ce peuple. Donc le Congo libre peut préparer le peuple à ce niveau-là. Donc c'est une voie tout à fait démocratique parce que c'est une voie qui a référence au logos, le verbe. Hein, si vous avez le verbe, vous me battez. Mais si moi j'ai le verbe plus que vous, je vous bats et vous acceptez. Il n'y a pas à se critiquer. Non, le problème c'est le terrain. Le peuple est là, amenez une stratégie, défendez-la. Et puis voilà. Les Camérés disaient toujours, comment, c'est pièce contre pièce, je ne sais pas moi, intelligence contre intelligence, voilà. Des choses comme ça. C'est ça ce que nous allons faire. La deuxième carte à jouer, c'est l'international. Hein. Vous savez, nous devons jouer aussi avec la carte de la démocratie classique, qui est internationalement reconnue. Donc voilà les deux cartes. Moi, je ne dis pas que moi, je donnerai un mot d'ordre et la population suivra. Non. La population elle-même sortira quand elle voudra. Lorsque c'est elle-même qui va décider quand elle voudra. Mais lorsqu'elle sort, il faudrait qu'elle sache quoi faire sur le terrain. C'est là où maintenant le Congo libre intervient. Donc, voilà. Donc le soulèvement, on n'appelle jamais un peuple à se soulever.
Le peuple lui-même trouvera le jour, l'heure, je ne sais pas moi. Parfois, ça peut être tout simplement un petit incident, comme ça s'est passé dans les autres. Ce sont des gens avec le pain qu'on a tué, une pauvre dame qu'on a écrasée, par exemple. Tout ça, ça révolte le peuple, et puis ça devient une situation. En 59, c'était tout simplement un match de football, tout ça. Là, le peuple, c'est fait ça. Donc, essayons de bien jouer les jeux. C'est ça le soulèvement. Maintenant, au niveau de la carte, les jeux démocratiques, je vais vous dire, les gens qui ont beaucoup souffert, ce sont les Noirs américains. Les Noirs américains étaient là, ils avaient des lois de leur boulot, ils n'avaient même pas part à quoi que ce soit. Mais remarquez que les Noirs américains se sont libérés. Pourquoi? Parce que leurs leaders ont compris. Martin Luther King savait bien que si nous allons avec la violence avec ces gens, eh ben, ils ont beaucoup d'armes. Si vous allez avec la violence avec Kabila, Kabila va vous exterminer. Il le fait d'ailleurs. Voilà pourquoi je vous demande de ne plus faire sortir le peuple au dehors. Parce qu'un dictateur aimerait qu'il soit provoqué. À ce moment-là, il utilise la force. Parce qu'il va dire, ben, vous êtes contre la loi. Mais les Martin Luther King ont compris les jeux. Ils ont dit que nous ne ferons sortir le peuple dans la rue que lorsque nous avons des revendications réelles qui doivent être soutenues, même pas le droit, parce qu'à ce moment, il y avait le droit universel de l'homme, des choses comme ça. Donc, voilà un peu compatriotes congolais en politique. Donc, donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est adorable doit être accepté par tous. Que cela soit au Congo, que cela soit ailleurs, c'est comme ça. Même les Janine Mabunda, là, tout le monde, lorsqu'il y aura les vraies choses qu'ils doivent défendre et qu'ils ne le font pas eux-mêmes, leur conscience leur dira de faire ça. Mais pour le moment, avec Etienne Tshisekedi qui disait toujours non, 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 sortez dans la rue, non, non. Non, mais il y avait des choses qui ne pouvaient pas permettre à ce que certaines choses soient faites. Donc voilà. Donc, compatriotes congolais, voici à peu près ce que j'allais dire. Donc la rue, ne pensez pas que vous allez gagner. Donc, nous devons nous battre comme des humains. Si je parlais des Noirs américains, c'est parce qu'ils avaient le blanc. Mais maintenant, nous avons deux Noirs contre deux Noirs. Ce sont nos propres frères. Peut-être c'est vous dans votre famille. Donc, c'est ça. Donc, l'ennemi est devenu maintenant très très fort. Voilà. Donc, compatriotes congolais, nous avons cette stratégie de soulèvement, bien sûr, mais le jour et l'heure n'est pas connu, le peuple décidera lui-même. Nous préparons tout simplement la jeunesse à comprendre ce qui va se passer sur terrain, et voilà ce que nous allons dire. Donc, voilà, compatriotes congolais, c'est que pratiquement j'allais vous dire ce jour. Le message est terminé, et je pense que vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est une affaire qui doit aider et les hommes politiques et les patriotes qui comprennent les choses, à ce que nous allons nous devons devenir des grandes personnes et nous devons arriver à nous surmonter pour devenir réellement des personnes valables. Voilà, j'ai parlé de la classe politique, de la jeunesse qui ne veulent plus de la classe politique. Je parlais des convergences parallèles. Je parlais de ce que Martin Fayulu n'est pas le traître. Martin Fayulu a sauvé la RDC, ou du moins la politique de la RDC. Et je vous ai parlé de la sortie de Joseph Kabila, qui ne doit pas vous donner la peur, mais qui doit vous encourager à pouvoir travailler et grandement là-dessus. Merci beaucoup. Désormais, sachez qu'il y a deux trains qui sont sur les mêmes voies et qui roulent à vive allure, et ils sont bien sûr en sens opposé. Donc écartez-vous, voilà la situation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup, merci.